Mais on parle de la liberté. C'est la liberté de croire, la liberté de choix. Tu sais, à la fin de la journée, si tu n'es pas capable de faire des choix là, qui vont rendre certaines personnes inconfortables, si chaque choix que tu dois faire doit nécessairement rendre tout le monde confortable, il n'y en a pas de liberté dans notre société. Si les gens que tu n'aimes pas ne peuvent pas dire des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, il n'y en a pas de liberté d'expression. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre, vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Vous gérez une PME et vous avez l'impression que vos outils numériques ne travaillent pas assez fort pour vous? Vixam Service Conseil, c'est l'équipe qui change ça. Basés à Montréal, ils accompagnent les PME québécoises dans leur transformation numérique grâce à des outils Microsoft pour gérer vos ventes, automatiser vos tâches du quotidien et prendre de meilleures décisions grâce à vos données. Et avec Microsoft Copilot, l'intelligence artificielle s'intègre directement dans vos processus d'affaires pour que votre équipe travaille plus vite, plus intelligemment, sans tout réapprendre. Que vous ayez besoin d'un CRM sur mesure, d'applications internes, d'automatisation ou d'IA, Vixam a l'expertise pour le faire et l'approche humaine pour vous accompagner jusqu'au bout. Découvrez-les au vixam.ca, vicsam.ca. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que je me dis qu'il faut refaire, parce qu'on l'a déjà un peu fait, un épisode qui traite de l'enjeu de l'intégration, du vivre ensemble. Il faut qu'on parle d'immigration. Et là, la vie est bien faite parce que je courais après quelqu'un en particulier lorsque j'ai reçu un message venant de certaines personnes qui m'ont dit « Ah, peut-être que Stephen Brown du Conseil national des musulmans serait intéressé à venir. Bienvenue. » Hey, merci beaucoup. Veux-tu savoir à qui j'essayais de parler? Qui? Adil Sharkawi. J'essayais de parler avec Adil Sharkawi, puis tu vas me dire ce que ça veut dire, le fait que je cherchais à lui parler. Okay. Parce que je me disais, d'après moi, il y a beaucoup de musulmans qui se sentent représentés par lui, ou en tout cas, il parle pour un certain nombre de personnes. Moi, mon réflexe, c'était d'aller parler avec ce gars-là. Est-ce que c'était le bon réflexe, d'après toi? Non. Non? Non. Toi, qu'est-ce que tu penses de lui? Tu sais, Adil Sharkawi, c'est un peu le gars, là, que... On dirait que à chaque fois qu'on veut parler des enjeux de la communauté musulmane, c'est comme vers lui qu'on s'en va. C'est pas quelqu'un, pour le dire poliment, qui est très populaire dans la communauté. Non? Non. Pour la vaste majorité des personnes, quand on regarde Adil, spécialement, avec la façon qu'il se comporte, les choses qu'ils ont dit, on a tendance à plus voir qu'il donne une très mauvaise image. Puis il n'est pas très représentatif du musulman normal. Dans les médias puis québécois, puis dans le monde politique, on a tendance à parler comme le 0,5% à chaque côté. Soit là, les plus crinqués, là, parce qu'on parle sur un axe religieux. Là, les musulmans ne sont pas juste des musulmans, ils sont aussi des hommes, des femmes, des professionnels. Mais... on a tendance à parler soit des plus crinqués, les personnes qui sont les plus crinquées, ou l'autre bord qui sont comme « j'haïs la religion ». La religion, c'est vraiment pas pour moi. Mais monsieur, madame, tout le monde, au Québec, il y a quand même environ 500 000 musulmans. Là. Si tu veux comparer, là, c'est environ la population de Laval. Right? Et la majorité de ces personnes-là sont des citoyens normaux comme tout le monde. La majorité des musulmans sont des gens qui sont plus ou moins pratiquants. Mais est-ce que tu penses qu'il n'y a pas... Parce que moi, je pense que j'avais un mauvais réflexe, mais je pense pas qu'il était non plus... qu'il sortait de nulle part. C'est-à-dire que la raison pour laquelle je me disais il doit représenter des gens, c'est que il me semble que j'entends très peu souvent des musulmans dénoncer cet homme-là. Donc, tu connais l'adage « qui ne dit mot consent » d'une certaine façon. Donc, peux-tu nous parler de cette crainte-là? Parce que j'imagine que ça part d'une crainte, en partie. Pourquoi on dénonce pas les crinqués?
dans votre communauté? Moi, en fait, je dirais que c'est l'opposé. Je pense que les musulmans sont comme les champions de dénonciation. On est la communauté qui est appelée le plus à dénoncer les actions des autres. Tu sais, quand il y a un Québécois de chose qui fait quelque chose, là, on ne demande pas à chaque monsieur Tremblay là, de dénoncer qu'est-ce qu'il a fait. Lui, il est responsable. Right? Pour quelqu'un, là, imagine qui est marocain, OK? Pourquoi il dénoncerait quelqu'un qui est comme pakistanais? C'est quoi la relation culturelle entre un Pakistanais et un Marocain? C'est la même chose entre un Portugais et un Russe. Non, mais Adil Sharkawi, Ouais. c'est quoi ses origines? C'est pas un Pakistanais, là? Non, je le sais, mais ce que je suis en train de dire, c'est que la communauté musulmane est très diversifiée. Tu sais, il y a des Nord-Africains, il y a des Sénégalais, il y a des personnes qui sont converties, il y a des gens de tout horizon. Tu sais, alors, c'est pas, quand on parle de la communauté musulmane, c'est pas une communauté qui est homogène. Tu sais, alors, les gens voient quelqu'un, Adil Sharkawi, un gars, en tout cas, qui s'habille, tu sais, comme, je sais pas, il s'habille de façon bizarre, il parle bizarre, il dit des choses qui sont super controversées. C'est quoi le rapport entre Adil Sharkawi et moi? Mais tu vois, c'est un piège parce que tu as raison. Il n'y a pas une communauté tissée serrée où il y a une solidarité suprême. Ouais. Mais alors pourquoi vous ne le démontrez pas? Et c'est pas toi, là, mais c'est toi, tu viens de me dire, j'ai pas de respect beaucoup pour cet homme-là, mais des fois, il va de l'avant. Puis là, je me dis, bon, ben alors, on va entendre toutes sortes de musulmans dire que ça n'a pas d'allure. Puis là, enfin, on va pouvoir se dire, bon, ben voici, il y a une diversité de paroles et d'esprit à l'intérieur. Et non, ça n'arrive pas. Donc, le piège, c'est, on revient à ce qu'on pense alors, peut-être de façon erronée. Voici une communauté qui se tient serrée, y compris lorsque c'est dans une direction controversée. C'est intéressant, tu sais, parce que, admettons, on va parler d'Adil Sharkawi et moi, personnellement. Tu sais, la première fois que nous autres, on a commencé comme communauté de gérer Adil Sharkawi, là, puis je pense qu'on parle beaucoup trop de lui, c'est il y a des années, là. Je me rappelle, quand je faisais mon bac, le magazine L'Actualité, je pense que c'est L'Actualité ou The Atlantic, un autre avait fait une entrevue avec moi. Puis dans ce temps-là, moi, j'avais donné mes opinions et on avait dénoncé. Et je me rappelle, il y avait, pendant des années, là, il y avait plusieurs leaders de la communauté musulmane qui avaient dénoncé Adil Sharkawi. Fait que moi, quand on s'en va parler à la communauté musulmane, ça fait des années que c'est un éducateur, ça fait des années qu'il est une figure controversée. Et il y a des douzaines de personnes qui sont des leaders dans la communauté musulmane qui ont dit « Ce gars-là ne nous représente pas, on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, faire quelque chose quand il dit quelque chose de cave? » Mais à force de ça, est-ce qu'à chaque fois je vais dire quelque chose, on va réitérer encore et encore et encore? Fait que c'est un peu ça. À la fin de la journée, ce que les Québécois de confession musulmane, on veut être traités comme des individus et des Québécois normaux. Et ça vient aussi avec un réflexe, pourquoi toujours demander de condamner? Là-dedans, peut-être qu'il y a aussi un réflexe psychologique pour dire, attends, mais s'il y a un gars qui dit ça, mais peut-être il y a plusieurs personnes dans la communauté qui pensent comme ça. Right? Et je pense que ça reflète quelque chose de plus profond, c'est que les gens au Québec ont une mauvaise compréhension. On ne se connaît pas. On habite ensemble, on est des voisins, mais en réalité, là, si tu demandes aux Québécois moyens, là, c'est qui un musulman? C'est quoi un musulman? Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il pense? C'est quoi sa vie? Ils n'ont aucune idée. Oui, bien d'ailleurs, vous venez de faire publier là, au Conseil national des musulmans un livre blanc, puis j'ai été frappé par une statistique. Alors, tu vas préciser si c'est bien ça, la statistique, mais on a sondé des Québécois donc à l'extérieur de Montréal et des Québécois à Montréal, et on leur a demandé, vous êtes pour ou contre l'interdiction du voile dans l'espace public, puis on n'obtenait pas du tout les mêmes résultats. Pas du tout. Mais en fait, c'était plus élevé chez des Québécois qui côtoient moins de musulmans. Exact. Parce que quand tu côtoies un musulman, tu réalises que c'est un peu comme tout le monde. OK, peut-être madame porte un chapeau bizarre ou monsieur a une barbe plus longue que les autres. OK, mais à la fin de la journée, on a les mêmes problèmes, on regarde les mêmes émissions de télévision, spécialement on va à une école secondaire, là, tu comprends? Fatima puis Mohamed là, sont dans les mêmes potins là, que Gilles puis Sarah. Là, alors, le plus que tu nous connais, le plus que tu réalises qu'ils sont très similaires à nous. Puis je le sais parce que j'ai pas toujours été un musulman. Puis je m'appelle Steph, puis j'ai pas la tête d'un arabe. Je m'appelle Steph, je suis un gars noir. Quand les gens me voient, là, ils voient pas nécessairement un musulman. Tu viens pas d'une famille musulmane, toi? Non, je viens pas d'une famille musulmane. Je viens d'une famille très chrétienne. Très, très chrétienne. Puis, alors moi, j'entends tout ce qu'on dit sur les musulmans et les arabes. OK?
tout ce qu'on dit. Là. Tous les préjugés. Et honnêtement, j'avais ces préjugés à un moment donné. J'avais la même ignorance. Pour moi, à un moment donné, là, comme... on se rappelle, après le 11 septembre, puis la crise des accommodements raisonnables, là, pour moi, quand je regardais qu'est-ce que je savais de la communauté arabe, là, c'est des personnes qui habitaient au Moyen-Orient, dans un géant carré de sable, là, qui se coupaient la tête, qui se tiraient pour des raisons, puis des âneries, là, telles quelles. Là, j'avais aucune idée c'était qui ces gens-là. J'avais aucun intérêt dans leur religion. Là. Tout ce que je voyais à la télévision, là, c'est Fox News, puis terroristes, puis les films, là, puis comment ils sont... Puis je me demandais pas plus de questions que ça. T'sais. Et c'est vraiment à travers du fait que, pour différentes raisons, là, je rentrais pas dans les détails, là, mais moi-même, là, j'avais un certain parcours spirituel. Et la dernière religion dans laquelle je suis intéressé, là, c'est l'islam. Mais vraiment la dernière. Elle ne m'intéressait pas du tout. Mais... Puis qu'est-ce qui t'a attiré? Écoute, effectivement, on ne s'étendra pas sur l'aspect biographique, mais c'est quand même intriguant. Tu vois, déjà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent parce que tu interviens souvent dans les médias. Puis on pense que tu es né musulman, dans une famille musulmane, puis that's all, mais c'est pas ça qui t'est arrivé. Qu'est-ce qui t'a fait... Moi, ça m'intrigue. Qu'est-ce qui t'a fait entrer dans la foi musulmane? J'allais dire basculer, mais c'est tellement niaiseux. C'est pas le bon mot, là. Mais, comme je dis, je venais d'une famille très, très chrétienne et rendu à l'école secondaire, je suis devenu fonctionnellement agnostique. Rendu au cégep puis à l'université, je commençais à me poser des questions sur qui j'étais, qu'est-ce que je crois, est-ce qu'il y a un Dieu, s'il y en a un, qu'est-ce qu'il veut de moi. Et ce que j'ai vu dans la religion musulmane, c'était une tradition qui était très proche à la mienne. Tu sais, les musulmans viennent de la tradition judéo-chrétienne. Alors, la Bible, c'est une livre sacré pour nous autres aussi. Tu sais, c'est les mêmes caractères, là. C'est Jésus, puis c'est Moïse, là, puis c'est tout ça. Mais ce que moi, j'ai trouvé intéressant, c'était une certaine discipline spirituelle. Tu sais, j'étais un jeune homme, et la spiritualité dans la religion de l'islam, c'est présenté comme la réalité fondamentale de l'univers, c'est qu'on n'est pas vraiment séparés. Que ce soit toi ou moi, ou les caméras ou la plante, ou la boule de neige. Foncièrement, tout est relié ensemble du fait qu'il y a un créateur de l'univers. Il y a un dénominateur commun. Et la folie de l'être humain, c'est de toujours penser que nous autres et notre ego, on est au centre du monde. T'sais? Notre monde, notre réalité là, est centrée sur nous, puis nos souffrances, puis nos désirs. Mais la réalité, là, c'est que le monde avance. Il y a un monde avant nous, il y a un monde après nous. Et nous autres, on avance dans ce monde-là. Et la bonheur humaine se retrouve non en évitant la souffrance, mais en trouvant un but et un objectif à la vie. Et... qu'est-ce on est ici pour faire quoi? C'est quoi notre mission dans la vie? Et l'idée, c'est que si tu réussis à développer un réflexe de se concentrer sur qu'est-ce qui lie tout ensemble, c'est là que tu vas trouver ta place dans le monde. C'est là que tu vas être capable de te libérer des anxiétés, de la peur de qu'est-ce qui va venir ou du deuil de qu'est-ce que tu as perdu. Et c'est là que tu es capable de réellement vivre ton esprit pleinement, humainement. Fait que toi, c'est une façon, ta foi, elle est respectueuse de la foi des autres. Est-ce que tu es convaincu d'avoir raison? Comment vous faites la part des choses? Les gens qui... Puis là, ça ne s'adresse pas juste à un musulman, c'est n'importe quelle sorte de croyant. Comment on fait pour à la fois respecter le fait que des gens ne croient pas à la même chose que nous, mais tout en étant convaincus d'avoir raison, finalement, sur le sort de l'univers, sur nos origines, sur notre destin? C'est que ça peut sembler contradictoire. Oui, il faut avoir de l'humilité. Tu sais, il y a un de mes partis préférés du Coran, là, puis je prêche pas, là, tu sais, je parle sans demander d'avoir raison, là. Mais il y a un parti dans le Coran qui ça dit que Dieu a créé la communauté juive avec sa propre tradition, ses propres prophètes, puis il a créé les chrétiens de la même façon et les musulmans de la même façon. Et il aurait pu tous nous créer, il aurait pu créer une communauté c'est à la place de 3. Mais la raison pourquoi il a créé la diversité dans le monde, c'est pour qu'on se connaisse. Un être humain qui pense seul n'est pas très bon à penser. Pour être capable d'avancer, pour être capable de se reconnaître, il faut être capable de se comparer à quelque chose d'autre. Et l'idée, c'est que
Et l'idée derrière la création de la diversité, c'est d'être en compétition les uns et les autres pour le meilleur. C'est une communauté chrétienne, peut-être, ils ont une approche à la vie qui crée une valeur réelle dans la société. Puis moi, ma job, c'est pas de dire « j'ai raison ». À la fin de la journée, c'est pas moi qui ai inventé ma religion, c'est pas moi qui ai inventé le concept de Dieu. Mais il y a des gens, des différentes communautés, des différentes traditions qui apportent du bonheur, qui apportent quelque chose qui a une valeur dans la vie. Et moi, ma job, c'est de le reconnaître puis de dire comment moi aussi, tu sais, je peux arriver à faire ça. Je comprends. Alors, ouais, c'est ça. Je voulais qu'on prenne quand même quelques minutes pour que tu me parles de ce que c'est que l'islam pour toi, parce que ça aurait été quand même assez dommage qu'on en parle pendant 1h30 sans pour autant qu'on sache vraiment qu'est-ce que ça représente pour toi puis pour les gens que tu représentes. Je trouve ton parcours intéressant. Tu as dit, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, quand il y a eu la crise d'accommodement raisonnable, bon, j'étais pas là où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que tu peux comprendre? Moi, il y a un mot que je trouve un peu bizarre. Islamophobie. Islamophobie, ça veut dire peur de l'islam. On peut décider que ça veut plus dire ça puis que ça veut dire anti-musulman, mais à la racine du mot, ça veut dire, parce que phobie vient de, c'est peur et islam. Est-ce que tu peux comprendre l'islamophobie dans la mesure où il y a des gens qui ont vu les mêmes choses que toi et en sont peut-être pas sortis? C'est-à-dire, eux autres, ils entendent parler de ce qui se passe dans le monde. Il y a eu des attentats à Paris, il y a eu des attentats à Londres, dans le métro. Il s'est passé des trucs. Il s'est passé des trucs à New York. À un moment donné, il y avait un homme qui voulait faire dérailler un train là, au Canada. Il a été arrêté à temps. Tout ça, ça fait peur. Ouais. Est-ce qu'il y a un sens, donc, à l'islamophobie? Mais c'est évident. Tu sais, tout ce que tu vois, là, c'est quelque chose de négatif. Le cerveau humain fonctionne en créant des généralisations. Right? C'est la réalité des choses. Et les êtres humains ont toujours peur de ce qu'ils ne connaissent pas. T'sais, si pour toi, là, tout ce que tu entends là, des musulmans, là, c'est un attentat à Londres, puis un attentat à Paris, puis un attentat ici, puis quelque chose, puis tu n'entends jamais que ton voisin est allé... qu'est-ce que ton voisin fait dans la vie, là, t'sais? Si tu entends seulement les 1% des pires affaires, puis tu ne côtoies pas ces gens-là, ben, qu'est-ce qui va arriver? De force, tu vas développer une certaine méfiance. Puis ça, c'est quelque chose d'humain. Le réflexe tribal là, des êtres humains, là, c'est quelque chose qui est ancré profondément là, dans les êtres humains. Right? C'est de la faute des médias, parce que le contact qu'on a avec quelqu'un, c'est le contact qu'on a individuellement avec quelqu'un. J'habite sur telle rue, mon voisin, c'est lui, mon voisin. Ça, c'est pas le média qui me donne une idée de ce qu'il est, cette personne-là. C'est moi qui ai allé à... Non, les médias, écoute, les médias, là, en anglais, c'est les nouvelles. Là, qu'est-ce qu'on dit dans les nouvelles, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Ouais. Les médias vont toujours aller vers qu'est-ce qu'il y a de plus extravagant, de qu'est-ce qui choque. Écoute, tu regardes qu'est-ce qui se passe dans le Moyen-Orient aujourd'hui, là, c'est choquant. Tu regardes, la réalité, là, c'est qu'il y a eu des guerres. Il y a eu une période où que notre grand allié militaire économique, les États-Unis, est parti en guerre dans le Moyen-Orient. Et chaque fois qu'un pays va en guerre contre un autre, écoute, c'est pas des belles choses que tu vois à la télévision, là. Aujourd'hui, pour moi, un Russe, c'est un gars c'est mon voisin, là. Mais mes parents, là, les Russes, là, ça avait toute une autre dimension. Les Vietnamiens, ça avait toute une autre dimension pour les Américains. C'est la réalité des choses. Alors, c'est sûr que c'est tout ce que les gens voient sur les musulmans, c'est des choses négatives, mais c'est sûr, à force de voir ça toujours, mais c'est ça que les gens vont penser. Puis les médias, écoute, les médias, tu sais, t'es dans les médias, tu sais, c'est quoi, là? Tu ouvres ton téléphone le matin, qu'est-ce qui se passe dans le monde, là, puis tu couvres ça, tu sais. Les journalistes se lèvent pas le matin et disent, OK, mais moi, là, les Arabes, je les aime pas, comment je suis capable de les dépeindre de façon négative aujourd'hui? Alors... Mais alors, tu vois, il y a quand même une responsabilité, alors, qui vient des gens de faire ou pas la nouvelle. Tu sais, un attentat... Tu es au courant quand même qu'on n'a pas le choix de le couvrir. Mais oui. Puis un attentat judaïque, ça n'existe pas. Ouais. Un attentat chrétien, ça existe, mais pas dans des pays occidentaux, contre des populations occidentales. Donc, il y a ça aussi, il faut... Moi, je suis d'accord avec toi, là. La responsabilité des médias, elle existe, puis on peut décider de couvrir ou pas un sujet, mais quand un sujet existe... Ben, c'est à la faute du sujet d'exister. Et après, on peut décider il y a des médias qui ne couvrent pas certains sujets. Ça reste un choix
de le faire ou pas, mais ça reste aussi la responsabilité des sujets d'exister à titre de sujet. Tu sais, on aurait dû faire quoi, les citoyens du Québec, par exemple, devant les attentats du 11 septembre, devant, par exemple, ce qui s'est passé à Paris 2 fois, à Charlie Hebdo, les attentats de Paris ensuite. On fait que, tu sais, ça s'accumule. C'est normal que ça s'accumule. Ouais. C'est sûr que ça fait son œuvre. C'est ça. Et puis l'autre chose aussi, c'est il y a tellement de choses dans le monde qui se passent. Qu'est-ce qu'on choisit de couvrir? Tu sais, ma belle-mère est égyptienne. Qu'est-ce que les médias arabes décident de couvrir? C'est différent de qu'est-ce qu'on décide de couvrir ici. Exemple, pour les attentats terroristes, plus que 95% là, des victimes du terrorisme là, sont des musulmans. Right? Alors, quand il y a 2 personnes qui vont mourir lundi en Syrie, puis 2 personnes qui vont mourir en Égypte, puis là, 3 autres qui vont mourir en Afghanistan, puis t'entends ça pendant 2 mois, puis là, t'en as 3 personnes qui meurent en Paris, mais on couvre les personnes qui sont décédées en Paris. On est plus proche quand même exact. Des Parisiens que des Syriens. Mais exactement. On parle le français. On a une culture commune. Qu'est-ce qui se passe dans les médias français, puis qu'est-ce qui se passe en Paris a un impact sur nous autres. Alors, on ne couvre pas. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive là, un vendredi matin là, à Buenos Aires. Ouais. Alors, l'être humain est compliqué. Puis l'autre chose aussi, c'est le monde n'a jamais été aussi petit qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais, tu sais, aujourd'hui, je peux prendre un billet d'avion puis aller n'importe où en 24 heures. Tu sais, l'Internet, je suis capable de consommer la culture chinoise, coréenne, égyptienne, française, russe, live. Alors, le monde est petit. Il y a tellement d'informations. Alors, les enjeux qui autrefois étaient lointains, puis nous autres, on pouvait être concentrés sur notre poutine locale, c'est plus la réalité. T'sais, qu'est-ce qui arrive à l'autre bout de la planète, comme qu'est-ce qui arrive en Iran maintenant, là, ça vient tout nous chercher profondément dans nos poches, dans nos réalités. Alors, le monde est petit. Les êtres humains sont confrontés à nos différences d'une façon que ça n'a jamais été de l'histoire de l'humanité. C'est un nouveau défi auquel il faut faire face. Et l'être humain est peut-être pas très évolué pour être capable de facilement faire face à ces enjeux, à ces difficultés. Mm-hmm. C'est des enjeux difficiles, c'est des nouveaux problèmes à résoudre. Puis, tu sais, je pense que juste l'important, là, si on pense que c'est des enjeux auxquels on va être capable de résoudre par chance, on se compte des histoires. Non, mais ça ne prendra pas de la chance, effectivement. Il y a un historien que tu connais peut-être pas, qui s'appelle Georges Bensoussan. C'est un historien d'origine, je pense, marocaine, il est juif. Il a écrit un livre à un moment donné. Et moi, quand j'ai lu ces lignes-là, j'ai fait « Wow! On aurait dû me le dire plus tôt. » Il a dit « L'enjeu avec l'immigration musulmane, c'est que c'est une population qui n'a jamais été minoritaire nulle part. » Tu sais, les Juifs, leur rapport à l'intégration est très différent parce qu'ils sont habitués d'être minoritaires où ils sont, à part en Israël. Mais la diaspora juive, je veux dire, ils sont minoritaires aux États-Unis, ils sont minoritaires en France, ils sont minoritaires au Canada. Mais les musulmans, apparemment, c'est un historien, n'ont jamais été minoritaires nulle part avant le 20e siècle. Là où ils arrivent dans des sociétés où ils sont minoritaires, et il semblerait que pour beaucoup de musulmans, ça ne soit pas supportable, ça. C'est-à-dire, on ne peut pas se couler dans la masse. Il faut absolument s'imposer. Et tu remarqueras quand même, Stéphane, c'est peut-être pas ton cas, mais qu'il y a quand même un prosélytisme qui est fort chez certains musulmans. On demande des choses. On veut avancer. Alors que pour d'autres communautés, le rapport à l'intégration est très différent. Les Vietnamiens, par exemple, on entend très rarement des Vietnamiens dire « on veut ça, on veut ça, on veut ça ». Les Chinois... Il y a 2 parties de ton affaire, puis je suis pas vraiment d'accord avec toi. OK. Alors, c'est pas vrai. De un, la plus grande population musulmane au monde, c'est dans le subcontinent de l'Inde. Alors, les Pakistanais, le Bangladesh, l'Inde, le Sri Lanka, les musulmans, pendant longtemps, ont été minoritaires. Oui, mais ils sont majoritaires dans leur pays, là. Non, en Inde. Inde, non. En Inde. OK. Puis avant le Pakistan et le Bangladesh, puis l'Inde, c'était toute une affaire. Alors, la plus grande population musulmane de l'histoire a évolué comme une minorité. Quand tu regardes au Moyen-Orient, l'Égypte, pendant 400 ans, était principalement chrétienne. Des grandes portions du Moyen-Orient, pendant longtemps, des centaines d'années, c'était principalement des chrétiens. Tu regardes en Europe, tu as des populations minoritaires comme en Bosnie qui sont des musulmans. Tu regardes en C'est tous des endroits où ça ne s'est pas super bien passé, par contre. Là.
Ben, Tu parles de l'Inde, tu Bosnie. Il y a vraiment eu beaucoup de tensions là, religieuses. Tout se compare. Comme tu regardes l'Europe, les protestants et les catholiques, là, il y a eu beaucoup de tensions. OK? Alors, n'importe où sur la planète où tu as des personnes qui sont différentes, tu as des tensions. Ou que tu as des personnes qui sont similaires, il y a des tensions. En fait, je dirais qu'en grande partie, la religion et les différences culturelles ne sont pas vraiment la cause, souvent, des grandes guerres, des tensions, c'est souvent la justification. Souvent, c'est le cash. Là, quand je m'en vais prendre 10 000 de mes amis, là, puis je m'en vais tuer mes voisins, là, c'est rarement parce qu'ils mangent quelque chose de différent que moi. Là. C'est vrai. Mais sur la question des demandes, ça, est-ce qu'on entend au Québec d'autres communautés que la communauté musulmane faire des demandes et demander des accommodements? S'opposer, par exemple, on m'en parlait à la loi 21. Au début des débats de la loi 21, je me rappelle d'avoir entendu beaucoup de membres de la communauté juive dire « Non, c'est pas vrai qu'on va nous demander d'enlever notre kippa si on est juge, si on est policier. » Par la suite, ils se sont pliés à la majorité, à la volonté de la majorité. Est-ce que tu es capable quand même de reconnaître ça? Non, je pense pas. Une communauté qui est particulièrement la communauté musulmane a demandé des choses. Non, je pense pas que la communauté juive s'est pliée à ça. Du tout. Mais on les entend pas. Oui, on les entend pas, mais aussi, on leur demande moins de questions. Puis, tu sais, si tu vas vers des personnes de la communauté juive, ils sont pas nécessairement très contents de ça non plus. Tu sais, le Lord Reading Society, une grande portion de la communauté juive supporte mal ça. La communauté juive, elle, ce qui est différent, c'est que, je pense qu'elle a tellement souffert pendant longtemps, eux autres, ils voient ça, c'est une autre vague. Tu sais, c'est une autre vague qui arrive, puis il va falloir qu'on deal avec, puis là, il va y avoir quelque chose d'autre qui va arriver par la suite. La communauté musulmane, quand les gens disent qu'ils sont particulièrement revendicateurs, moi, là, franchement, là, je le vois pas. Est-ce qu'il y a des individus, là, quelque part, là, qui demandent des choses fous? Oui, OK? Mais sur 500 000 personnes, là, tu vas toujours avoir des gens qui vont demander quelque chose de fou. Mais en grande partie, les demandes qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, là, tu sais, avant les accommodements raisonnables, là, OK, tu veux porter une croix dans le cou, tu veux porter un hijab, on s'en foutait. Tu veux prendre congé là, pour aller fêter ton Noël musulman, là, l'Aïd, là, vas-y. Et moi, l'école secondaire auquel j'étais, c'était 70% là, des élèves étaient de confession juive. Quand une fête juive arrivait, là, on était comme 4 goy dans la classe, puis les autres, là, ils fêtaient leur affaire. Alors... Non, mais la loi 21, Stéphane, mettons... Ouais. À part des gens de la communauté musulmane, j'entends pas vraiment... À part, il y a des gens qui sont contre la loi 21, là, par principe, tu sais, puis c'est même pas des gens qui sont pratiquants, qui portent un signe religieux, mais je les exclus, eux. Je parle de ceux qui sont religieux, qui s'opposent encore aujourd'hui à ça, à part certaines personnes de la communauté musulmane. Il y a beaucoup de personnes qui s'opposent à ça. 40% de la population québécoise n'est pas en faveur de la loi 21. Et... l'autre chose aussi, là, c'est beaucoup comment la loi 21 est arrivée. Tu sais, quand la loi 21 est arrivée, là, c'est pas arrivé comme quelque chose auquel on a discuté réellement avec ces personnes-là, puis on a trouvé un consensus réellement, spécialement avec les personnes auxquelles ça allait avoir un impact. Mais c'était pas possible d'avoir un consensus, t'es d'accord? Exact. Mais la façon que c'est arrivé, tu sais, puis je vais toujours me rappeler là, d'une entrevue que François Legault, après, avec, je pense que c'est Patrice Roy, après qu'il a passé la loi 21. Puis M. Roy lui avait demandé, tu sais, pourquoi, tu sais, passer la loi 21? Puis il a dit, tu sais, des fois, là, pour éviter les extrêmes, il faut que tu en donnes un peu à la majorité. Tu sais, parce que, puis là, il a continué, il a dit, parce que, tu sais, des fois, il y a même des personnes un peu racistes dans la rue qui ne veulent pas le voir, des symboles religieux, même dans des personnes un peu racistes qui ne veulent pas voir des symboles religieux, même dans la rue. Fait que, tu sais, des fois, il faut que tu en donnes un peu à la majorité. Qu'est-ce qu'ils donnaient à la majorité des barres de chocolat? Non, ils donnaient nos droits. Puis c'était vendu comme ça. C'était vendu comme... c'est un geste d'affirmation que nous autres, comme Québécois de souche, tu sais, c'était pas comme ça, là, mais tu sais, on s'entend que... Mais là, c'est parce que c'est beaucoup de sous-texte, là. Non, mais oui. Oui, mais le sous-texte, c'est toi qui rentres là-dedans. OK, peut-être, là, mais la réalité, c'est... Déjà, la déclaration... On y vérifiera, mais je me rappelle pas qui a dit ça. Mais, je vais vous l'envoyer. Mais, tu sais, comment c'était... Puis on parlait, la majorité ne se sentait pas écoutée. Nous autres, la CAQ, on va écouter la majorité. T'sais. Et la majorité, on comprend là, l'histoire un peu difficile avec les Québécois de la religion. Alors,
Et puis, on va poser un geste d'affirmation culturelle fort. Puis, on va affirmer notre identité. OK, mais au détriment de qui? Ça a été vendu comme les anxiétés de certaines personnes sont plus importantes que les droits des autres. Et si tes droits doivent prendre le bord pour que mes anxiétés soient apaisées, mais ça vaut la peine. Mais moi, je pourrais le reformuler. Ça a été une lutte entre les droits collectifs et les droits individuels. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est encore devant les tribunaux. Si c'était aussi clair que ce que tu venais de dire, ben, je veux dire, la loi, elle serait plus en vigueur. Il y aurait eu des tribunaux internationaux qui seraient intervenus. Les gens seraient allés dans la rue plus souvent qu'ils ne sont déjà allés. Il y a une vraie bataille légale qui peut se tenir entre des droits collectifs et des droits individuels. Parce que toi, tu me parles d'anxiété. Mais c'est quand même pas non plus une mauvaise idée de rappeler que la majorité, peu importe où elle est dans le monde, elle peut et elle doit s'imposer. T'es pas d'accord? Prends n'importe quel autre pays, là. Sortons du Québec. Prends n'importe quel autre pays. C'est pas normal que la population ici de ce pays-là, de façon majoritaire, elle soit entendue. Dans ce domaine-là ou dans un autre. C'est ça l'esprit démocratique. Qu'elle soit entendue, oui. Mais l'idée que... Écoute, on va prendre notre pays, là, parce que le pays, c'est le Canada. OK, ben, le Canada, est-ce que les Québécois et les francophones doivent être entendus? C'est sûr, là. On s'est donné des structures pour faire en sorte que... On n'a pas une langue officielle dans le pays au Canada, on en a deux. Ben oui. Right? On a des places spécifiques sur la Cour suprême pour des Québécois. Right? Notre Constitution est structurée autour du fait qu'il y a plusieurs peuples. Il y a les Autochtones, il y a les anglophones, il y a les francophones. Alors, en fait, quand les majorités, souvent, décident de s'imposer et faire fi complètement là, des minorités, ça engendre des problèmes. Ben, je suis d'accord, mais là, c'est pas ce qui se passe. Là. On est d'accord. Mais l'affaire, non, je suis pas d'accord. On demande aux gens d'enlever le voile pour travailler ou d'enlever leur symbole religieux pour travailler. Ça, je ne mettrais pas ça dans la catégorie faire fi complètement des minorités. On leur met pas une chaîne autour du cou puis on leur dit tu dépasses pas la ligne ici. Là. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire quelque chose, OK? Oui. Parler de pourquoi moi j'ai pris ce job. OK? Bon. J'étais sur le conseil d'administration du CNMC là, avant, puis j'ai vu l'ancien PDG, un gars qui s'appelle Moustapha Farouk, qui a fait la job pendant 3 ans, là, puis il a bûché, là. Je peux te dire, chaque fois que je sors là, dans les médias, là, la boîte de courriel de retourne dans ton pays, puis si on te trouve sur la rue, là, puis les affaires comme ça, là, c'est comme ça rentre. Là. Je comprends. Alors, il a bûché pour de vrai. Puis, avec tout ce qui se passait avec la loi 21, le conseil d'administration cherchait quelqu'un, il voulait un PDG québécois qui parlait français, qui connaissait la réalité d'ici. Et ils ont dit, peut-être tu devrais mettre ton chapeau. Puis j'étais comme, ça me tente zéro. J'avais une carrière que j'adorais. Je venais d'acheter une maison. On avait décidé d'élargir notre famille. On a accueilli un 3e enfant. J'étais bien dans la vie, là, et là, ils m'ont demandé une 2e fois, puis j'ai dit arrêtez. Là. Puis là, la 3e fois, j'ai dit si tu me continues de demander, là, je vais quitter. Là. Oui. Ouais, tu m'écœures. Puis j'ai une conversation avec mon père. C'est une conversation avec mon père qui a fait en sorte que j'ai décidé de prendre ce job-là. Moi, je viens d'une famille afro-canadienne qui est ici depuis 7 générations. Ma famille a fui l'esclavage aux États-Unis pour venir au Canada pour trouver la liberté. Puis, tu sais, les membres de ma famille, de Montréal à Saskatchewan, on a habité pendant 7 générations ici. Quand mon père est né en 1949, les Noirs n'avaient pas encore le droit d'aller à l'université. Quand mon père était un jeune homme, il a travaillé pour CN Railways. Les Noirs n'avaient pas le droit de travailler autre comme porteur pour loader les trains. Il habitait à Hamilton. Tu ne pourrais pas trouver un job dans une usine. Les syndicats ne voulaient pas de Noirs. Job comme policier? Non, jamais. Et mon père m'a dit, pendant 7 générations, on a bûché, 6 générations, on a bûché pour que toi, je suis le premier mâle né de l'histoire de ma famille avec le droit d'aller à l'université et de travailler où que je veux. Moi, le premier. On a bûché pendant 6 générations. Et là, toi, ta femme, et peut-être ta fille, une journée, vont encore une fois être dans une position qu'ils vont se voir leur opportunité éducative et professionnelle restreinte à cause de leur apparence. Et c'est de là que je reviens à la laïcité. Je comprends, mais c'est pas juste
c'est pas parce qu'ils sont noirs, c'est pas parce qu'ils sont musulmans. Ouais. C'est ça. Mais si tu veux être honnête intellectuellement, tu vas reconnaître que moi, si j'étais croyant, je pourrais pas non plus rentrer avec une croix. Ça serait interdit. Tu comprends? C'est que c'est pas... Ça s'adresse à tout le monde. Mais c'est ça que... mais c'est pour ça que, comme civilisation, on a inventé la laïcité. Parce que des centaines d'années, qu'est-ce que ça nous a appris? Pour toi, là, qu'est-ce qui est sacré? Ce n'est pas la même chose pour moi nécessairement, puis c'est pas la même chose que monsieur qui marche sur la rue. À la fin de la journée, là, et spécialement quand tu as des pays où il y a la liberté égale choix. Et qui dit choix, dit différence. Dans une société libre, les citoyens ne vont jamais s'entendre unanimement de qu'est-ce qui est extrêmement sacré et important pour eux. Alors, le gouvernement a décidé, après avoir combattu des guerres entre les protestants et les catholiques, puis ci, puis ça, pendant des centaines d'années, on s'est dit, tu sais quoi, pour nous autres, le gouvernement, là, ta religion, là, ça va être comme la couleur de tes cheveux. On s'en balance. On sort complètement de ce domaine-là. OK? Toi, là, c'est sûr, peut-être, OK, moi, je crois pas en ce que tu crois, puis ce qui est sacré pour moi, c'est pas la même chose que pour toi, mais dans un pays libre ou qui est diversifié, c'est la tolérance qui permet d'avoir une société ou qu'une cohésion. Et c'est là, tu sais, quand tu lis le livre blanc, je pense que cette conversation-là, souvent, on est en train d'avoir cette conversation et on fait fi de la bibite humaine. Puis comment réellement l'être humain réagit dans ces situations-là. Peut-être pour toi, tu ne vas jamais comprendre pourquoi madame, pour elle, son hijab, c'est extrêmement important, ou la kippa, c'est extrêmement important, mais c'est important. Et la réalité, c'est que pour plusieurs personnes dans la communauté musulmane, la loi 21, la loi 94, la loi 9 ne sont pas seulement reçues comme des restrictions un peu mal commodes. Non, non, c'est vécu comme des humiliations. C'est vécu comme une atteinte à la continuité de la communauté dans laquelle on vit. Oui, mais c'est ça le problème. Il y a là le problème, c'est parce que pour la majorité des Québécois, la religion n'est pas ce que pour les gens que tu représentes, c'est. Exact. Donc, il faut s'entendre sur une définition ou sur un sens de ce que c'est que la religion. Et pour la majorité, c'est sans dire que c'est un bout de chiffon qu'on peut mettre dans la voiture, dans le coffre à gants, refermer ça. Ça, tu vois, moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, au contraire, je suis capable de comprendre ce que c'est que pour Fatima, son hijab, son niqab. Je suis capable de comprendre ça. Je respecte ça en passant. Je respecte ça. Je ne t'aurais pas demandé pourquoi tu es devenu musulman puis c'est quoi l'islam pour toi si j'en avais rien à foutre. Mon point, c'est que pour une majorité de personnes, pour des raisons historiques, on a tourné le dos à ça. Et pour une majorité de personnes, et on n'en parle pas suffisamment de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la laïcité, c'est pas ce que c'est selon la CAQ. Bien, qu'en fait, la laïcité, c'est pas de religion au gouvernement. Donc, les représentants du gouvernement, qu'ils soient professeurs, policiers, juges, ben, ils peuvent pas porter un signe religieux parce que c'est ça, la laïcité. C'est pas de religion au gouvernement. Ça, tu vois, on est passé à côté de ce débat-là à un moment donné, mais si on était revenu à ça, je pense qu'on aurait été capable de convaincre à peu près tout le monde que si vous êtes contre la laïcité, ben c'est parce qu'effectivement, vous pensez que c'est plus important de porter un signe religieux. Non, du tout. Tu sais, il y a une différence entre la laïcité de l'État et l'athéisme de l'État. La laïcité de l'État, là, comme ça a été compris pendant... je m'excuse, là, mais la laïcité de l'État, là, c'est pas... Au Québec, la laïcité, c'est pas arrivé avec la CAQ, là. Mais non, c'est sûr que non. OK, puis j'ai grandi, là, tu sais, moi, je suis allé dans les écoles, tu sais, mes profs, là, portaient des croix dans le cou, là. Puis, tu sais quoi? On va dire la vérité, là. Ton symbole religieux, là, quand c'était une croix dans le cou, là, ça dérangeait personne. C'est commencé à déranger les gens, là, quand c'était des musulmans qui sont arrivés. 90% là, de ce qu'on parlait des symboles religieux, là, c'est le hijab de Fatima. C'est ça qui dérangeait. C'est comme... il faut être capable d'avancer dans ce débat ou dans cet enjeu, il faut être honnête avec moi. Je vais être honnête avec toi. Et tu sais quoi? Je blâme pas la majorité là, pour ça. Mais nous autres, là, quand on est allé regarder, puis on a vraiment travaillé longtemps dans notre livre blanc, puis regarder, OK, mais la question qui est revenue, c'est comment réellement construire le Québec de demain? Parce que je pense qu'on est en train de perdre la forêt pour les arbres. T'sais, on est tellement focusé là, sur le hijab, aussi, ça, puis ma position politique, puis... mais on s'en va comme société. La réalité, là, c'est que le Québec change d'une façon très rapidement.
le changement démographique au Québec, là, c'est quelque chose, et dans plusieurs sociétés occidentales, c'est des changements vécus là, comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Dans les années 90, je pense qu'il y avait une personne retraitée pour 4 qui travaillent. Là, c'est 1 pour 3. Bientôt, ça va être 1 pour 2. Et éventuellement, là, la mathématique, là, ça ne fonctionne plus. Alors, l'immigration, là, peu importe ce que la CAQ dit ou le PQ ou le Parti libéral, là, l'immigration va continuer. Le changement démographique va continuer. Le Québec, on est condamné, on est voué à avoir une société qui est moins homogène, qui est plus différente. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve dans beaucoup de pays, sans embarquer là, dans le pour ou contre ou rien. On voit quand même qu'il y a des mouvements qui s'organisent pour résister justement à ce que tu appelles, tu n'as pas appelé ça comme ça, mais tu as décrit ça comme le cours normal de l'histoire, le cours... on ne pourrait pas interrompre ça. Non, je pense pas que c'est le cours normal de l'histoire. Non, mais c'est ça, mais je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais tu as quand même dit que veut pas, c'est ça qui va arriver, puis ça va changer. C'est ça qui est en train d'arriver. C'est ça qui est en train d'arriver. Mais tu sais que, on ne sait pas. Là, dans 5 ans, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se partir un parti politique puis qui va dire c'est zéro immigration. On ne sait pas. On ne le sait pas. C'est vrai. On ne le sait pas. Mais tu sais, on tourne beaucoup en rond. Puis moi, quand j'ai une discussion où je me rends compte qu'il y a un nœud, je continue pas à gruger autour du nœud. Tu sais, moi, je suis convaincu que la raison pour laquelle on parle plus des musulmans que des juifs, que des chrétiens, que des hindous et que toutes les autres religions, quand on parle de laïcité, c'est parce qu'il y a un groupe qui ne veut pas se plier. Toi, tu vois les choses différemment. Toi, tu penses qu'il y a une véritable volonté de se concentrer sur une communauté. Moi, je ne pourrais pas changer d'avis sur cette question-là, je te jure, j'y ai pensé beaucoup, mais de toute façon, pour moi, c'est mathématique. Non, si la communauté disait... Je te suis, OK. Attends, juste laisse-moi finir ma phrase, puis après je te laisse. Si la communauté musulmane, en majorité, disait, regarde, c'est ça la volonté des Québécois, c'est comme ça, nous on est venus ici, c'est comme ça, peut-être qu'on trouve ça arriéré, mais on est chez eux, là, puis on veut faire en sorte qu'on soit chez nous aussi. Non, on n'est pas chez eux. C'est le problème. On est chez nous. Moi, désolé, là, moi, je suis pas chez toi, là. Moi, je suis chez moi, là. Mais toi, t'es né ici. Ouais, puis... C'est très différent. Là. Je te parle de quelqu'un qui est ici depuis 3 ans. Là. OK, là, mais je m'excuse plus chez moi que chez lui. Là. Okay, un jour, il va être chez lui autant que chez moi, là, mais pas pour le moment. Mais ma femme est née ici. Mes enfants sont nés ici. C'est sûr que tu es chez toi. Et si on commence à définir la société comme il y a 2 catégories de Québécois, il y a des Québécois qui sont peut-être plus Québécois que les autres. T'sais, une chose que j'ai vu beaucoup là, que tu poses la question, c'est quoi être Québécois? Qui est Québécois? À quel point tu deviens un Québécois à part entière? Right? On ne va pas être capable de bâtir notre société avec des gens qui viennent ici et comme t'es moitié québécois. Peut-être t'es moins québécois que les autres. Là, et je reviens à la question de pourquoi ils ne se plient pas. La raison pourquoi je pense pas que les musulmans sont foncièrement différents que les chrétiens ou les hindous. Je pense que c'est où qu'on demande aux gens de se plier. On ne demande pas, la majorité, là, quand on parle de laïcité, OK, on ne focus pas sur les comportements des personnes. C'est principalement leur apparence. La laïcité, oui, tu as raison. OK. Alors, mais la laïcité, à la base, c'est pas principalement ton apparence, c'est qu'est-ce que tu fais. OK? Alors, si on avait une laïcité, une approche à la laïcité qui était plus axée sur, OK, comme qu'est-ce que tu fais ou tes actions, je pense que là, ce serait une conversation différente. Mais du fait que on a plus focusé sur ton apparence, et que, pour des raisons du français, il y a une grande portion des immigrants durant les années 90 et 2000, c'est des gens qui venaient de l'Afrique du Nord. Et quand tu regardes quelqu'un qui est hindou, peut-être tu ne sais pas que c'est un hindou, mais quand tu vois une femme musulmane pratiquante, tu sais que c'est une musulmane pratiquante parce qu'elle est habillée comme la Vierge Marie. OK? Ouais. Fait qu'on focus d'abord sur l'apparence, et c'est à cause de ça, je pense que là, le focus est vraiment devenu sur qu'est-ce qui est plus visible. Et à la fin de la journée, comme moi, tu sais, dans ma position, je vis un peu là, des 2 bords de la société. T'sais. Et la réalité, c'est que tant et aussi longtemps qu'on ne réalise pas, ou on ne se décide pas comme société, de prendre le temps et l'énergie de créer une définition de c'est quoi être Québécois et un système pour intégrer des personnes pour que tout le monde se sente réellement dans la même gang, si on ne prend pas en compte les anxiétés réelles de la majorité historique québécoise là, pour
tout ce qui est venu arriver dans le passé et pour faire perdurer la culture québécoise et le français, mais aussi les anxiétés existentielles des différents groupes minoritaires, on va toujours avoir des guéguerres. Puis c'est des guéguerres qui vont continuer pendant des ans. Et je vous le dis, là, comme des personnes comme toi, là, je vais te tutoyer, là, ouais, des personnes comme toi, c'est correct, ouais? Ben là, oui, on se tutoie depuis tantôt, Okay, c'est pas de problème. ouais. Des personnes comme toi, puis, tu sais, comme mon beau-frère, admettons, OK? Ils vont se dire, ben, ils ont juste à se plier. Puis eux autres vont dire, puis l'autre bord, ils vont dire, ben, ils ont juste à plier. Puis tu sais, qu'est-ce qui va arriver, là? On va continuer à jeter la balle des deux bords. Puis on va jamais rêver, on n'arrivera jamais à une place où il y a une réelle paix sociale. Tu sais, Je sais pas ça, c'est parce que il y a des... C'est relativement récent quand même comme résistance de certaines communautés à s'intégrer de cette façon-là, de la façon que je l'entends. Tu me diras peut-être que le nombre a fait en sorte qu'à une autre époque, ça se prêtait pas dans le contexte, mais moi, je parle des fois avec des gens qui ont immigré il y a 50 ans, puis ils me disent, je suis arrivé ici, puis ça se passait comme ça, j'ai fait ça, puis ça s'est bien passé. C'est parce que tu me dis, ça arrivera jamais, tu sais, un monde où il va y avoir une paix sociale si on demande aux gens de se plier. Mais les gens, par le passé, des gens l'ont fait. mais Pourquoi ça serait différent aujourd'hui? parce que il y a une différence entre des gens qui regardent la société, qui ont la place de se définir puis de faire des choix personnels versus une conformité imposée. Si le gouvernement t'arrive puis dit, toi, là, tu vas t'habiller comme ça, tu vas manger comme ça, tu vas penser comme ça, tu vas agir comme ça fonctionne pas. Oui, mais ça n'existe pas, ce scénario-là. Là. Mais c'est ça Là, qui on est... parle on parle vraiment juste de retirer un signe religieux dans l'exercice de son travail. C'est vraiment juste ça dont on parle. On parle pas de forcer des gens à penser des affaires. On parle pas de forcer des gens à s'habiller de même dans la rue, chez eux, dans leur barbecue, peu importe où ils vont, à l'épicerie, name it. C'est parce que tu crées un homme de paille. Tu dis, regarde, là, tu ferais pas ça, toi, hein? Ben oui, mais ça n'existe pas, ce scénario-là. C'est pas ce qu'on demande non plus aux musulmans, aux chrétiens puis aux juifs. Non, en fait, c'est un peu ce qu'on demande. Un peu. Ouais. Oui, mais là, c'est parce que tu joues avec le un peu. Là. Mais l'affaire, désolé, là, j'ai quelque chose. Non, mais c'est correct. l'affaire, c'est que qu'est-ce qui est un peu pour une personne, c'est pas nécessairement un peu pour quelqu'un d'autre. Oui, manifestement. Là. Exact. Et là, la question, c'est, ben, qu'est-ce qui arrive? Tu sais. Puis, désolé, attends. Mais attends, pendant que tu reprends ton souffle, là, tantôt, tu as commencé en me disant, puis je te crois, hein, quand tu m'as dit ça, mais tu m'as dit, il n'y a pas une communauté musulmane. Oui, exact. On pense pas de la même façon. On regarde pas la Mecque à la même heure. Tu sais, ce serait quasiment effrayant là, de savoir qu'il y a 200 000 personnes, 500 000 personnes qui font la même affaire tout le temps, en même temps. Alors, est-ce que tu en connais des musulmans qui sont pour la loi 21? Ah oui. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que vous avez ces débats-là à l'interne? Tout le temps. Oui. Tout le temps. Et ont-ils les mêmes arguments que moi? Certains oui, certains non. Tu sais, il y a certaines personnes qui sont comme, il y a les mêmes arguments que toi. Il y a d'autres personnes qui sont comme, écoute, à la fin de la journée, là, tu sais, vraiment, si ça leur fait capoter tant que ça, là, on a les jambes, là, tu sais, on veut une paix. Il y a d'autres personnes qui sont comme, oublie ça, je suis aussi québécois que là. C'est pas vrai que le gouvernement va venir me dire comment m'habiller. Tu sais, va dire à un vegan, là, tu as juste à manger. Tu peux être vegan toute la journée, là, sauf à l'heure du lunch quand tu vas manger les burgers, là, tu sais. Les gens ont des opinions différentes, mais c'est de là, littéralement. Mais on parle de la liberté. C'est la liberté de croire, la liberté de choix. Tu sais, à la fin de la journée, si tu n'es pas capable de faire des choix là, qui vont rendre certaines personnes inconfortables, si chaque choix que tu dois faire doit nécessairement rendre tout le monde confortable, mais il n'y en a pas de liberté dans notre société. Si les gens que tu n'aimes pas ne peuvent pas dire des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, il n'y en a pas de liberté d'expression. Et je reviens aux statistiques que tu as dit au début. Le plus que les gens connaissent les personnes de confession musulmane, le moins que leur hijab ou leur affaire leur rendent créer un malaise. Alors, ça, là, il ne va jamais avoir un consensus. Il y a certaines personnes qui vont trouver ça que c'est un compromis acceptable. Il y en a d'autres personnes que pour eux, c'est quelque chose de déchirant et c'est juste inacceptable. Et à la fin de la journée, quand on a ces débats à l'interne, ce qui revient souvent, c'est mais
est-ce que c'est, à la fin de la journée, est-ce que les gens vont accepter que le gouvernement impose une certaine conformité? Au Québec, là, notre histoire, là, quand les Anglais ont essayé d'imposer une certaine conformité à nous autres, est-ce que ça a bien passé? Ils ont pris le bord. Là, il y a eu une résistance. Ouais. Exact. Ouais. Et c'est une minorité qui voulait assimiler une majorité. Je l'ai lu, là, votre livre blanc, là, mais ça se prête tellement pas à la comparaison. Là, on parle d'une majorité qui est chez elle et il y a une minorité de personnes qui disent, ben nous, OK, on veut vivre comme ça parce que comme ça, c'est comme là-bas. Puis on est ici. Ben oui. Non, c'est pas parce que c'est comme là-bas. Ben oui, c'est comme là-bas. Non. Ça n'a rien à faire avec là-bas. Tu comprends? Non, ben c'est comme là-bas, c'est la coutume de le faire. Ça n'a rien à voir avec là-bas. Ben, c'est parce que tu es un cas particulier, Stéphane. T'sais, toi, tu es né ici d'une famille chrétienne, tu es devenu musulman, mais il y a quand même beaucoup plus de gens, de musulmans, qui sont de familles musulmanes. Puis si tu prends, par exemple, ceux qui sont pas nés ici, oui, ça... OK, admettons là, que j'accepte ton argument, que c'est là-bas. Ouais. Quand nous autres, là, on a dit aux gens, là, tu peux immigrer au Canada, qu'est-ce qu'on leur a dit? Tu t'en viens à un pays libre. C'est vrai. Tu comprends? Ouais. Et aussi l'expérience des personnes qui sont du Moyen-Orient, de l'Asie, leur expérience, OK, c'est quand avec les Occidentaux, c'est très différent. Quand les Français sont arrivés en Afrique, est-ce qu'ils ont parlé le Wolof ou l'arabe ou est-ce qu'ils ont parlé le français? Quand les Anglais sont allés en Égypte, est-ce qu'ils ont parlé l'anglais ou l'arabe? Quand les Anglais sont allés en Inde, est-ce qu'ils ont parlé le hindi ou ils ont parlé l'anglais? En tout cas, mais on se perd un peu. Dans le reste du monde, OK, l'idée qu'il y a une culture étrangère qui arrive, puis que les gens qui adoptent différentes affaires, c'est quelque chose de normal. Puis moi, je pense... c'est pas les Français qui arrivent au Sénégal pour coloniser, c'est pas... On va dire à un Sénégalais que c'est normal. Non, mais... Puis ils condamnent ça, là. Non, mais ce que je dis, c'est que pour plusieurs personnes, qu'il y a des langues qui bougent, ou qu'il y a des religions qui arrivent, ou que Hollywood arrive, ou que des influences culturelles ou religieuses qui arrivent d'autres places, puis s'insèrent dans notre société, c'est quelque chose qui est un peu plus... Les gens ont plus de familiarité avec ça. Pour nous autres, comme occidentales, c'est quelque chose de nouveau. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Et quand on les a accueillis ici, on leur a dit, tu t'en viens à une place libre. Tu quittes quelque part que c'est autoritaire, puis tu t'en viens à une place libre. Puis là, ils arrivent ici, ouais, peut-être, ben, tu sais, t'es libre tant aussi longtemps que tu me déranges pas trop. Et à la fin de la journée, qu'est-ce que je constate, c'est que c'est pas des... Quand tu t'attaques à quelque chose qui est aussi important pour quelqu'un, il n'y en a pas de résolution. Et on est en train de diverger de la laïcité. La laïcité, ça a été créé parce que pendant des centaines d'années, ce débat qu'on est en train d'avoir, les gens l'ont essayé. Puis on n'a jamais réussi à la résoudre. Ouais. Alors, à la fin de la journée, moi, ce que je prône, c'est une réelle laïcité classique. Je pense que ta religion, ton apparence religieuse, ne devrait pas avoir plus d'importance que la couleur de tes cheveux. Mais je pense que c'est important le mot liberté. Laissons tomber 2 secondes le mot laïcité. Prenons le mot liberté. Ouais. Parce que finalement, c'est des conceptions de la liberté qui s'affrontent. Parce que moi, je suis d'accord avec toi. J'ai de la dit, c'est pour ça d'ailleurs que je suis indépendantiste. Quand il y a des immigrants, prenons des immigrants d'origine musulmane, de confession musulmane, qui me disent, Rémi, moi, j'ai immigré au Canada. Il y a la Charte des droits ici. C'est le multiculturalisme. Moi, c'est ça la promesse, là. Puis là, j'arrive ici, puis je m'installe au Québec, puis on me dit que c'est pas comme ce qu'on m'avait dit. C'est là que moi, je me dis, tu vois, il y a nécessité de faire un pays parce qu'il faut accueillir les gens selon nos mœurs et nos coutumes, parce qu'il y a un jeu il y a comme 2 mondes, en fait, qui accueillent. Quand c'est pour un immigrant qui arrive au Québec, au Canada, il pense qu'il est au Canada, il sait qu'il est au Québec, mais il pense qu'il est au Canada, puis là, c'est comme 2 promesses qui se contredisent. Tu comprends? Tu me suis? Moi, c'est la raison pour laquelle je suis indépendantiste. Mais la liberté, toi, tu dis, c'est quand même hypocrite de dire à des gens qu'ici, c'est libre, puis on leur dit de comment s'habiller. Ben, c'est une conception de la liberté. C'est une conception de la liberté. Je ne suis pas sûr non plus que tu accepterais toutes les formes de liberté, toi aussi. Là. Oh, c'est sûr, là. Tu sais, je veux dire, si je te parle de... À beaucoup de musulmans, si on leur parle de trans, de LGBTQI+, ça résiste un peu. Parce que c'est pas non plus liberté à 100%. Là. Notre liberté, elle s'arrête à un moment donné. Notre conception de la liberté, elle s'arrête aussi. Fait que la conception de la liberté, peut-être, pour la majorité des Québécois, c'est de dire, ben, on est libre, les femmes sont libres. Puis on va en parler d'ailleurs des femmes dans la religion musulmane, mais les femmes sont libres. Puis on est libre de vivre dans un monde où la religion n'est pas au gouvernement. Je comprends ce que tu es en train de dire. C'est une conception de la liberté. Tu es en train de dire, il y a liberté, tu sais, en anglais,
it's freedom from and of religion. C'est pas juste la liberté de religion, c'est liberté de religion et de religion. Tu sais? Je sais pas si c'est ça que je dis, mais je dis juste que c'est pas parce que on dit qu'on est un pays libre que tout est permis. Puis d'ailleurs, je pense pas que tu voudrais que tout soit permis non plus. Non, c'est sûr qu'on veut pas que tout soit permis. Tu sais, à un moment donné, il faut avoir... Mais t'es conservateur. Je suis pas mal sûr que t'es conservateur. Ben, tu représentes des musulmans. Les musulmans sont très conservateurs. Ben, beaucoup d'entre eux. Il y a, une fois encore, il y a des musulmans qui sont conservateurs. Oui, mais sois honnête. Les musulmans, en majorité, ils sont quand même relativement conservateurs, en majorité. Peut-être en moyenne un peu plus conservateurs sur certains enjeux. Mais c'est correct. Oui, je comprends. C'est pas un problème pour moi, ouais. Sauf que si tu me dis après que vous êtes ultra-libéraux, en fait, puis que vous vouliez, en fait, la liberté... En fait, vous aussi, ça vous arrange des fois quand la liberté, elle s'arrête. Mais moi, ce que je dis, c'est ce qu'on devrait définir comme les libertés qui sont acceptables. La prémisse, d'abord, ne devrait pas « est-ce que ça me rend confortable ou est-ce que ça me rend heureux ?» C'est « est-ce que ça me fait mal? Est-ce que ça m'enlève quelque chose? » C'est là la ligne où qu'on devrait tracer. C'est qu'est-ce qu'il est, c'est où nos libertés commencent et arrêtent. C'est ça. Et c'est ce que je pense que la loi 21 fait. Là. Et foncièrement... tu sais, quand on regarde, et je reviens à ce que tu as dit, les gens apportent qu'est-ce qu'ils font là-bas, ici. Quand on va légiférer au Québec, c'est pas une question de qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde. C'est quand on parle de liberté de religion, liberté de conscience, là, c'est le Québécois qui est là. Lui, est-ce que lui, fondamentalement, est libre de choisir sa vie? Tu sais, comme à la fin de la journée, là, moi, j'accepte pas qu'on me dise, Steph, parce que toi, tu viens pas d'une certaine majorité, que tu dois te plier. Tu sais, je me lève pas le matin là, pour me demander qu'est-ce que monsieur ou madame Tremblay voudrait que je fasse de ma vie aujourd'hui. Là. Vous me suivez? Ben oui, mais oui. Alors, à la fin de la journée, et c'est pour ça que je dis qu'il faut être honnête, la loi 21, je vais vous donner quelque chose. Je pense aussi, personnellement, qu'il devrait avoir certaines limites dans le gouvernement quant à l'exercice de la religion. Tu sais, le prosélytisme, là, il devrait avoir certaines balises. Même quand on parle du niqab ou des choses comme ça, il y a des raisons fonctionnelles pourquoi peut-être dans certaines places, ça pourrait être interdit. Mais si la balise, c'est, écoute, tu arrives quelque part, il y a une majorité, elle n'aime pas la façon peut-être de quoi tu as l'air, fait que nous autres, on va passer des lois qui vont faire fi des libertés qu'on a dans notre charte québécoise aussi. Puis ça devient un ballon de football, mais là, on est en train de créer un certain environnement où que la paix sociale, il y a des vrais bris dans la paix sociale. Puis c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Je t'ai dit, je voulais te parler des femmes. Bon, tu vas me dire si c'est un préjugé. Moi, je l'entends beaucoup. C'est une religion, l'islam, qui croit pas vraiment à l'égalité entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, c'est les femmes à qui on demande de se voiler le visage. Si c'est pas de se voiler... de se voiler les cheveux, si c'est pas de se voiler le visage. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ouais, pour être quelqu'un qui a grandi comme chrétien, là, les droits, la place de la femme dans les religions monothéistes, très similaires. Techniquement, là, si tu lis les textes, probablement là, qu'il y a plus de droits pour des femmes dans la religion de l'islam que peut-être le judaïsme, le christianisme. Mais à la fin de la journée, je pense pas que c'est très important quand on parle de gouvernance. On est un pays laïque. Tu me suis, là? Non, mais je te parle même plus là, de ça. Là. Ouais. Tu sais, mettons, prenons les écoles, les petites écoles. Il y a eu un cas là, d'une fille qui portait le niqab, qui s'est fait demander de l'enlever. Bon, moi, tu vois, ce qui me fait beaucoup de peine quand je vois des trucs comme ça, c'est je me dis, cette fille-là probablement que... Bon, elle a dit qu'elle l'a choisi puis que ça vient pas de ses parents. Je pense que tu as vu passer cette histoire-là. Moi, j'enseigne dans des écoles secondaires à des filles de 12 ans qui portaient le voile, puis je peux pas te garantir que c'était leur choix. Là. Je peux pas. Je leur ai pas demandé, c'est pas de mes affaires. Sauf que je rentrais des fois le soir en me disant, c'est quand même dommage, parce que cette fille-là, je sais pas si elle peut vraiment tomber amoureuse de Kevin ou de Patrick. Parce que, tu vois, c'est deux mondes là, qui se font face. Si elle rentre à la maison puis elle dit « Papa, j'ai rencontré un garçon, c'est qui? » Bon,
Est-ce que tu penses qu'il peut arriver à la maison? Est-ce que tu penses que c'est le même monde? Ben, je me disais, c'est pas les garçons qui sont voilés, là, c'est les petites filles. Fait que, puis c'est pas des petites filles chrétiennes, puis c'est pas des petites filles juives. Mais pas dans les écoles secondaires publiques du Québec. Je ne parle pas des écoles religieuses. Mais écoute, on ne devrait pas structurer notre système d'éducation en fonction de qui peut sortir avec qui à l'école secondaire. Là. Okay? Non, ça, mais puisque tu me dis qu'on forme qu'un peuple, tout le monde est québécois, alors, il faut que tu me convainques, il faut que tu me fasses croire que tout le monde peut sortir ensemble, tout le monde peut devenir l'ami de lui et de l'autre. On est un peuple, c'est ce que tu me dis. Les gens sont libres de choisir qui veulent sortir avec. Tu sais, comme ma femme n'a pas choisi. Fille, tu penses qu'elle est libre? Ma femme n'a pas choisi un Kevin, elle a choisi un Steven. Tu sais, puis ça s'est bien passé. Tant mieux pour ta femme. Puis, tu sais, moi, je viens d'une famille où il y a des personnes de différentes religions. Ma sœur est athée, mon frère, on ne sait pas il est quoi. Il est croyant, mais personne ne sait vraiment. Moi, je suis musulman. Non, mais la petite fille dont je te parle, ouais. Est-ce qu'elle a choisi, elle, de porter le voile puis de se couper d'un monde? Ou c'est pas son père ou sa mère ou son frère qui lui a dit non, c'est comme ça que ça se passe? Mais je pense pas qu'elle a choisi de se couper d'un monde. Je pense qu'elle a choisi de vivre comment elle veut vivre. Puis la réalité, c'est que... Mais t'es sûr que c'est elle qui a choisi de porter le voile, la fille de 13 ans? Je parle pas de la fille qu'on a vue dans le reportage. Elle nous dit que c'est elle, puis que ses parents lui ont pas demandé. D'accord, mais toutes les petites filles voilées dans les écoles secondaires publiques du Québec, est-ce que c'est leur choix à 12 ans de porter le voile? Est-ce qu'on peut dire avec certaineté que 100% de comment chaque adolescent s'habille, c'est leur choix? Écoute, on a choisi de porter des Nike. Est-ce que c'est parce que c'est notre choix ou parce qu'on a été influencé d'une certaine façon? Ça, c'est des Reebok, mais est-ce que tu compares ça à un voile? Là? Mais tu sais, peut-être, toi, tu n'as pas vraiment vécu ça beaucoup, mais tu sais, pour avoir quelqu'un qui côtoie la communauté musulmane, la façon souvent que les gens décident de pratiquer leur religion, tu sais, c'est dans les familles catholiques, les gens ont tendance en grande partie à devenir catholiques. Dans les familles juives, les gens ont tendance à suivre un peu le rythme familial et... Tu sais, les gens, là, ils voient leur... les gens, en anglais, on dit « the apple doesn't fall far from the tree ». Tu sais, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Tu sais, des fois, c'est vrai, ils vont aller plus loin, ils vont faire des choses différentes. Mais généralement, pour la majorité des personnes, on reflète un peu le mode de vie de nos parents. Qu'est-ce qu'on a vécu dans la maison? Et en termes d'adolescent, quand tu as 12-13 ans, mais la majorité de ton influence, là, ça vient de tes parents. Tu vas probablement penser, manger, parler comme maman et papa. Mais rendu à la fin de l'école secondaire, rendu à 25 ans, quand les gens ont 25, ils ne sont pas souvent les mêmes personnes de quand ils ont 12-13. Alors... Fait que l'adolescence, ça appartiendrait pas forcément aux enfants. C'est une période où ils concèdent un certain nombre de choix à leurs parents, que ce soit vestimentaire ou autre, puis ensuite ils deviennent adultes puis ils décident ce qu'ils font de leur vie. C'est ce que tu me dis? Ce que je dis, c'est que les gens reflètent souvent l'environnement dans lequel ils sont élevés. Quand moi, j'avais 12-13 ans, là, comme je m'excuse, là, mais je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Alors... Oui, mais moi, mettons... Nos cas ne sont pas intéressants, mais moi, mettons, je pense que j'aurais pu m'habiller comme je voulais. Là. OK, oui. Est-ce que la petite fille, elle peut décider de dire « j'enlève le voile, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a personne qui a le voile à l'école. Pourquoi j'ai un voile, moi? » Est-ce que tu penses qu'elle peut faire ça? Bien, je vais te donner l'exemple le plus proche que j'ai. Dans ma famille. Ma femme vient d'une famille de 7 enfants. Elle a 3 sœurs. Il y en a 2 qui portent le hijab, il y en a 2 qui ne le portent pas. Non, c'est intéressant, ça. Mais c'est le standard dans la communauté musulmane. Et l'autre chose aussi là, qui fait vraiment chier à la communauté musulmane, puis beaucoup de femmes musulmanes, c'est que ça fait des années qu'elles disent que c'est mon choix, que j'ai fait un choix. Et, vous le savez, toute population, c'est une distribution standard. Tu comprends? Si tu regardes dans les marches, tu peux trouver de tout dans les marches. Est-ce qu'on est capable de trouver sur 500 000 personnes que ce n'est pas leur choix? Évidemment. Mais pour la grande proportion des personnes, est-ce que c'est leur choix? Mais tu sais d'où il part le malentendu, Stéphane, c'est que dans les livres, je pense pas qu'on donne le choix. Dans les écrits coraniques, je pense pas qu'on donne le choix à la femme de porter. Donc, il faut pas en vouloir à des gens, 1400 ans plus tard, de se rappeler que c'est écrit dans le texte que c'est pas un choix pour elle de le porter. On peut pas leur en vouloir de supposer que c'est pas un choix pour elle de le porter aujourd'hui. Je te suis pas. Ben, dans le Coran, est-ce que c'est écrit que la femme a le choix de porter le voile? Mais dans le Coran, ça donne certains préceptes religieux, mais ça dit aussi qu'il n'y a pas de compulsion en religion.
OK. Parce qu'il y a des lectures du Coran qui... Parce qu'on sait, il y a même des islamologues, là. Il y a plusieurs façons de lire le Coran, mais il y a des lectures quand même qui se sont imposées, me semble-t-il, qui tendent à dire que ça serait obligatoire pour elles de le porter dans le Coran. Donc, si, par exemple, on croit cette lecture-là, même s'il y a des femmes aujourd'hui qui me disent « Rémi, c'est mon choix ben, moi, je n'ai pas oublié que dans le texte écrit que tu es obligé, donc je suis un petit peu obligé, puis je peux changer d'avis, de supposer que peut-être qu'on te l'a mis dans la tête, ce choix-là. Oui, c'est toi qui as choisi, mais si tu as été fortement influencé à le faire, de génération en génération, est-ce que c'est vraiment un choix? OK, mais tout ce que tu es en train de décrire, là, c'est la culture humaine. OK, je vais te donner un exemple. Nous autres, le choix, OK, ben, il y a d'autres choses. Là, tu manges pas de porc, tu bois pas d'alcool. Moi, je mange plus de bacon. Là. À un moment donné, j'en mangeais, là, j'en mange plus. OK, parce que ça dit dans le Coran, là, pour les Juifs aussi, tu manges pas de bacon. OK. L'enfant juif qui mange pas des sandwichs au jambon parce qu'il a été influencé par ses parents, est-ce qu'on va commencer à passer des lois pour forcer le petit gars juif à manger des jambons parce que possiblement c'est pas réellement son choix puis peut-être il a été influencé par ses parents de pas manger de jambon? Oui, mais tu as remarqué qu'on fait pas on fait pas ça pour les musulmans non plus, là. Mais on est en train de dire aux musulmans... On parle des symboles religieux. Oui, exact. Ben, autant pour les Juifs que pour les musulmans. Mais pour les musulmans, c'est pas un symbole. Je fais pas ça pour m'afficher, pour dire « Hé, regarde, je suis un musulman ». C'est une pratique spirituelle de ta religion. Et si tu choisis de pratiquer ta religion, mais devine quoi? Tu as aussi le droit, dans un pays libre, de choisir comment tu pratiques ta religion. Je n'ai pas à me lever le matin, là, puis t'appeler, puis demander « Est-ce que tu penses que ça, là, c'est permis? » Tant aussi longtemps que je te force pas à le porter. Tant aussi longtemps que je te force pas, toi, à changer comment tu vis. OK? C'est ça les limites de la liberté. Alors, de rentrer là dans, ben, est-ce que réellement c'est un choix ou est-ce qu'ils sont, dans le fond, des niaiseuses qui se sont fait laver le cerveau, puis c'est pour ça. Écoute, là, ils sont en train de vous dire que c'est un choix. Puis ils sont pas plus caves ou plus niaiseux que les autres. Il y a des différences culturelles et ils existent. Et je vais vous dire de quoi? La communauté musulmane au Québec, c'est une communauté qui est fortement intégrée au Québec et il y a beaucoup d'opportunités à apporter de quoi au Québec. C'est la communauté immigrante qui est le plus francophone et le plus éduqué et le plus jeune. Puis là, ce qu'on est en train de faire, là, c'est de passer des lois qui leur font chier à temps plein parce que certaines personnes ne sont pas vraiment confortables avec leur apparence. Certaines personnes, c'est la majorité. Oui, mais la majorité. Mais pas devine quoi? Devine quoi? Ouais. Mon père, quand il était né en 49, puis mon grand-père, là, ben, la majorité n'était pas confortable d'avoir un noir là, policier. Puis la majorité n'était pas confortable d'avoir un noir dans son salle de classe. Alors, tu sais quoi? Il n'était pas là. Alors, de ma perspective, là, en tout respect, les arguments que tu es en train de faire, là, mais la majorité n'est pas confortable avec ça, moi, là, ça fait des générations que ma famille entend ça. Il n'était pas confortable. Mais... Alors, le confort de la majorité ne signifie pas, dans une démocratie, qu'on est supposé d'avoir des libertés, que c'est nécessairement la chose à faire. Mais moi, écoute, bon point, je vais te le donner, mais c'est pour ça qu'existe le droit. Ouais. Fait que c'est pas, effectivement, je suis pas en train de dire si la majorité veut qu'on se mette à lapider un certain nombre de personnes, la majorité l'a dit. Non, c'est illégal de faire ça. Exact. Mais c'est pas illégal, la loi 21. C'est pas illégal parce qu'on a utilisé la clause dérogatoire pour déroger là, des droits fondamentaux des personnes. C'est pas illégal. Tu l'as dit. C'est bon, c'est parfait. Puis tu sais quoi? On l'a dit, puis on a dit, on va le passer sous bâillon, on va pas en débattre, tu sais, puis et c'est venu à la fin d'un épisode déchirant dans la société québécoise qu'on a parlé des musulmans comme des personnes étrangères, des personnes qui apportent leur affaire ici. Tu sais, j'écoute ton podcast, puis tu as été prof, puis tu disais, tu sais, j'ai enseigné dans les classes pendant des années, puis les petits Québécois se sentaient pas Québécois. Tu sais, ils disaient, est-ce que tu es Québécois, là? Puis, les immigrants, j'ai dit. Les immigrants, ouais. Mais je m'excuse, là. Mais quand je parle à des membres de ma communauté, et ça, c'est quelque chose, franchement, que j'ai vécu aussi. La société, malheureusement, envoie beaucoup de messages à ces personnes-là que tu n'es pas Québécois. Comme moi, là, quand j'étais jeune, quand j'allais à l'école secondaire, je n'étais pas vraiment sûr si j'étais Québécois. Je savais que j'étais Canadien. Je savais très bien que j'étais noir. Parce que quand les gens me demandaient « Tu viens d'où? » Puis je disais « Ici », ils me disaient « Ah ouais? Où? Tes parents? Puis tes grands-parents? Puis tes arrière-grands-parents? » Puis tu sais, et
j'ai développé mon identité comme Québécois et comme Canadien malgré ce que les autres pensaient. Parce que j'ai réalisé, avec une certaine maturité, qui j'étais. Et franchement, après que j'ai conversé à l'islam et j'ai commencé à côtoyer beaucoup plus de personnes qui venaient d'ailleurs, c'est là que j'ai compris réellement que, ouais, je suis Canadien. Puis avec, le plus que je voyage dans le pays, puis avec ce job-là, je voyage beaucoup, je réalise très vite que je suis Québécois. Je suis pas comme les autres, là. Mais il a fallu que je construise mon identité moi-même. Mm-hmm. On est en train d'envoyer le signal à une population entière que peut-être tu n'es pas vraiment Québécois. Mais il faut pas mélanger tout parce qu'il y a une curiosité que moi, je pourrais jamais te dire « Ah, tu n'aurais pas dû prendre ça mal quand on te posait des questions comme ça. Tu aurais dû... » C'est juste... Je peux pas faire ça. Ouais. Toi, tu as vécu ce que tu as vécu, mais je nous connais quand même bien. Puis, c'est curieux. C'est pas mal. Moi, si j'allais vivre dans un pays... Puis je me compare pas à toi, t'es né ici. Mais si j'allais quand même vivre dans un pays où les Blancs, on serait pas la norme, je pense qu'on me poserait beaucoup la question à savoir d'où je viens. Oui. Et quand je dirais que je viens de telle place, peut-être qu'on voudrait se renseigner si, OK, où, t'es arrivé quand, puis tout. Il faudrait que je man up un peu. Là. Je veux dire, c'est pas non plus... Il y a beaucoup de gens qui se plaignent beaucoup. Là, on nous pose des questions. On est curieux, là. On est curieux. Et alors, juste en passant, pour vous en clair, moi, je fais la même chose, hein. Comme, je veux dire, tu viens d'où, là? T'es Marocain, t'es Algérien, OK. Alors, c'est pas quelque chose de mauvais, mais ce que je suis en train de dire, là, c'est que, parce qu'on parlait des jeunes, tu sais, quelqu'un de 13 ans, 12 ans, c'est quelqu'un qui est en train de commencer à construire son identité, right? Et je pense qu'il faut que nous autres, on soit capables de planifier ça. Tu sais, comment tu peux être un musulman pratiquant qui est 100% québécois? Qu'est-ce que tu proposes? Il faut prendre le temps réellement de créer un modèle d'intégration qui fonctionne à la québécoise. Je pense pas réellement qu'on a pris le temps. Je pense qu'on en a beaucoup parlé, mais l'identité québécoise, on a beaucoup traité comme un ballon de football là, qu'on jette d'un bord et de l'autre, c'est un ballon politique. Puis. À la fin de la journée, je suis pas d'accord avec tout ce qu'on a dit dans le rapport Bouchard-Taylor, mais ils ont identifié quelque chose, l'interculturalisme, ce qui est un acte constant de balance là, de l'identité. Je pense qu'on est comme voué à atterrir là. C'est pour moi, à la fin de la journée, il faut reconnaître certaines choses qui sont réelles dans notre société. La réalité, c'est qu'au Québec, on n'est pas comme dans le reste du continent. Il y a une culture et une langue particulière il y a une certaine fragilité. Il faut travailler à faire perdurer la culture québécoise dans le temps. C'est un travail. Il faut faire vivre la culture. Si personne écoute des films québécois ou écoute la télé québécoise, ben, il n'y aura plus d'industrie culturelle au Québec. Tu comprends? Il faut travailler à le faire. Il y a une raison pourquoi on a une loi 101. Hein? C'est pas comme au Canada. Pas besoin de travailler pour faire en sorte que tu as une société anglophone. Right? Mais aussi, il faut réaliser qu'on est quand même une société diversifiée et il y a d'autres communautés, que ce soit la communauté juive ou arménienne ou italienne, que les gens aussi, les êtres humains sont aussi attachés à une certaine histoire d'où ils viennent. Ça, il faut être capable de le composer ensemble. Et le multiculturalisme canadien ne fonctionnera pas pour nous parce que la réalité, c'est que laissé à tout seul, on ne va pas être assez tissé, serré pour être capable d'apporter ce projet culturel québécois dans le futur. Tu penses que ça prend un socle commun? Ça prend un socle commun. Ce serait quoi, ce socle-là? Parce que, tu sais, cette discussion-là, moi, elle est très agréable. Puis on a la chance de faire du théorique et du pratique. Mais beaucoup de gens, des fois, en arrivant à là où on en est, lancent des belles affaires dans les airs, des vœux. Tu sais, comme, on devrait se réunir, on devrait s'unir, ça fait la force. Concrètement, si toi, tu es capable de me dire, multiculturalisme, c'est pas pour le Québec. Il faut qu'on s'entende sur ce que c'est qu'être québécois. Ça nous prend un socle commun. Alors là, moi, j'arrête pas, là. Qu'est-ce que c'est, ce socle-là? OK. Qu'est-ce que c'est qui va faire en sorte qu'on va construire autour de ça, puis on va regarder le monde au grand complet, puis on va dire, regardez, c'est différent ici, là. C'est comme ça qu'on a trouvé la solution. OK. Bien, je vais répondre à la question là, d'un certain flou, puis là, je vais essayer de le préciser. Là, okay? Si tu finis avec du concret, ça fait mon affaire. OK. De un,
moi, je peux lancer des affaires, mais à la fin de la journée, ça va être comme mes idées personnelles parce que, et je vais me référer à nos voisins du Sud, je pense pas qu'on a vraiment développé des symboles forts de, tu sais, une fois que, tu sais, c'est quoi être québécois? Tu sais, aux États-Unis, là, Constitution, Freedom, l'armée, tu sais, comme, c'est ça être américain, tu sais. On est d'accord. Ouais. Ici, pas trop sûr. Tu demandes à 3 personnes, tu vas avoir 4 réponses différentes. Tout le monde s'entend sur le fait que le français, c'est une réalité. Là, on s'en va, OK, la laïcité, peut-être c'est quelque chose, l'égalité homme-femme. Bon, ça revient à dire que au Québec, l'égalité citoyenne et civique, c'est quelque chose qui est important pour nous culturellement. Mais ça ne nous distingue pas de beaucoup de gens. Là. Il y a nous beaucoup de pays dans le monde où c'est ça. Là. Moi aussi, ça m'énerve un peu quand j'entends ça. Ouais. C'est quoi de Québécois? L'égalité homme-femme, tu fais OK. Puis c'est quoi? En Angleterre, c'est pas ça aussi? Ouais. On est comme des Anglais? Ah, OK, c'est fini, on n'en parle plus. Mais non, ça ne marche pas. Là. Ouais. Mais, alors exactement, c'est quoi? Tu sais, comme je peux parler un peu de qui on est comme peuple. Right? Comme, et je compare au reste des Canadiens anglais. On est un peuple quand même, être heureux, là, c'est important pour nous. On a une certaine franchise dans la façon qu'on parle. Tu vois, au Canada anglais, là, demande quelqu'un quelque chose, puis ils sont un peu trop polis, il y a de la distance. Nous autres, la proximité, c'est important. La bonne bouffe, c'est important. Puis avoir des trips, c'est important. Puis de vivre pleinement, c'est important. C'est des aspects culturels. Mais il y a aussi des questions civiques. On a une tradition légale différente. Je pense aussi que c'est fair de demander, tu peux avoir plusieurs identités, mais à la fin de la journée, là, c'est quoi ton identité première? Là? D'abord, est-ce que t'es qui? Puis, de dire à la fin de la journée, oui, tu peux avoir, garde ta religion, garde tes traditions familiales, mais on est d'abord et avant tout des Québécois. Est-ce qu'à la fin de la journée, là, il y a quelque chose qui va faire mal au Québec, qui va être important pour le Québec, il faut qu'on soit capable de se rallier à ça. Il y a des symboles, notre drapeau, des réalités historiques qui sont importants. Il y a d'autres choses aussi, là, comme pour être capable de faire perdurer le français, il faut que la langue soit utile. C'est pas juste d'aller travailler ou d'être capable d'avoir une conversation. Il faut que tu sois capable de chanter en français, puis d'avoir une culture en français. Contribuer à la culture, de la consommer. S'il n'y a personne pour devenir un artiste ou consommer ce qu'on produit, ben ça va disparaître. On a des éléments des éléments comme des industries particulières qui sont à nous. Mais à la fin de la journée, on doit se mettre d'accord sur c'est quoi ces symboles. Et ça, c'est une chose avec laquelle je suis comme un peu d'accord avec quelqu'un comme Mathieu Bocoté. La réalité, c'est que maintenant, on appelle ça c'est comment on dit ça, la majorité historique francophone, les Québécois de souche. Les Québécois de souche là, ont formé le socle historique et les défis auxquels ils ont fait face, les challenges qu'ils ont relevés, c'est ça qui a créé cette culture. Alors, chaque nation a ses bébelles. Est-ce que tu essaies de dire qu'elle devrait rester majoritaire? Je ne sais pas si elle va être capable Parce de que tu as dit comme majoritaire. Mathieu Bocoté, mais tu as juste utilisé un mot qu'il utilise. Fait que, mais Ouais. lui, il dit qu'il faut que cette majorité-là reste majoritaire parce que si elle n'est pas majoritaire, ben on ne parle plus du même Québec. C'est un autre Québec. Puis lui, on le sait, comme moi, il reste attaché à ce Québec-là. Mais quelqu'un qui n'est même pas souverainiste ou qui pense même pas comme lui devrait quand même reconnaître que quelque chose qui existe et qui est constitué par une majorité ne peut pas être la même chose si c'est plus la même majorité. C'est autre chose. Oui. Je fais une différence entre la génétique de quelqu'un puis son esprit. Mais en fait, majorité historique francophone, il n'y a pas de génétique là-dedans. Là. Non, je te suis, là. Mais tu sais, comme... c'est pas un nationalisme ethnique. C'est pas parce que tes 2 parents là, s'appellent Tremblay, là, tu comprends? Moi, je suis quelqu'un... Du côté de ma mère, on est français. Là, j'ai mon certificat de naissance français. Là, j'ai hérité de mon passeport français. Right? Je suis quelqu'un
de race noire, je parle pas une langue, là, je parle pas une langue africaine, là, je parle l'anglais et le français. T'sais, mon esprit est occidental et québécoise. Alors, le peuple québécois, c'est sûr qu'on doit rester majoritaire, mais être québécois, c'est pas, pour moi, c'est pas une dimension ethnique, c'est quoi ton esprit? Dis-moi qui tu es, c'est quoi ton caractère, qu'est-ce que tu penses, comment tu agis, c'est quoi ta culture? C'est là que je vais voir que tu es québécois. T'sais. À la fin de la journée, là, where do your allegiance lie? C'est où que tes allégeances se trouvent? Et moi, là, je vais souvent voyager dans le reste du Canada, même je suis anglophone. Les gens me posent souvent la question, pourquoi je n'ai pas déménagé à Toronto? Ma job serait plus facile à Toronto. J'aime Montréal. T'sais, pour moi, c'est chez nous. La bouffe, je l'aime pas à Toronto et à Calgary. Puis comme, eux autres, ils veulent mettre un steak plus intéressant, ils vont mettre 3 sauces dessus. Ils vont pas prendre le temps pour bien le réussir. Tu me suis? Puis comme, des affaires comme... j'ai commencé à consommer la politique à Arcan le matin avec Jean Lapierre. Puis des choses bizarres aussi, comme le lait, si c'est pas du lait qui vient du Québec, pour une raison ou non, J'en bois pas. J'en bois pas. Alors, c'est chez moi, je suis confortable ici. J'aime ça être ici. Puis comme, et peu importe qu'est-ce qui arrive avec le futur du Québec, pour moi, je vais toujours travailler pour faire en sorte que je vais faire tout mon possible pour que nous autres, comme peuple, on réussit. T'sais? Alors, moi, je me regarde dans le miroir, puis je me dis, ben cette majorité-là, j'en fais partie. Peut-être, j'ai pas les cheveux blonds, là, puis les yeux bleus, là, mais je suis capable de m'inclure là-dedans. Mm-hmm. Alors, moi, c'est ça que je recherche. Puis est-ce que tu penses que... Est-ce que tu portes plus... On va s'arrêter là-dessus. Est-ce que tu portes plus d'espoir pour la suite des choses ou tu as quand même des craintes? Parce qu'on a commencé avec les craintes, puis on finit quand même, on atterrit quand même en douceur. Il y a des belles affaires que tu dis sur le Québec. Fait que, je doute même pas 2 secondes de l'amour que tu lui portes. Est-ce que quand même, tu penses que l'espoir va l'emporter sur les raisons peut-être qui pourraient nous mener à un conflit, là? Je suis optimiste pour notre futur. On a une culture incroyable. Objectivement parlant, là, si tu voyages un peu, là, on a comme les meilleures parties de l'Amérique du Nord et de l'Europe combinées ensemble. On est un peuple travaillant, intelligent, qui a fait énormément de progrès là, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un peu de courage et un peu de... Je pense que si on est capable d'avoir un peu de courage et aussi d'avoir une certaine certainté dans notre capacité là, de rester nous-mêmes. Confiance, oui. Une confiance. Avec ça, je pense qu'on va être capable de vraiment de se faire perdurer dans le futur. Il ne faut pas avoir peur du changement. Pas juste là, au niveau démographique puis culturel, whatever, là, mais tu sais, comme... on ne doit pas être un État là, ou une société qui est barrée. Notre économie, on doit être capable de la faire évoluer. Nos choix de société, il va être capable... Mais si on a une certaine confiance en nous et on investit dans qu'est-ce qui nous fait unique. C'est pas tout partout sur la planète que les gens quittent. Et ça, c'est une autre chose que je veux dire. La communauté musulmane qui est ici, c'est pas la communauté musulmane de l'Europe. Les musulmans qui sont ici, là, on est allé chercher le crème de la société. C'est des gens avec des bacs puis des maîtrises qui sont venus ici. On attire des gens de la planète entière. Moi, si quelqu'un comme moi, ma femme, ou mes enfants peuvent devenir québécois d'abord, tu sais, puis d'être attaché à cette société, puis vouloir la faire avancer, je ne vois aucunement pourquoi on ne serait pas capable de le faire avec les autres. Et fondamentalement, là, la même façon, ça va les deux bords, hein? Oui, le plus que, tu as commencé en disant le plus que peut-être les Québécois de souche connaissent les musulmans, le moins qui ont peur, mais le plus que les gens connaissent réellement les Québécois et les côtoient,
Ben oui, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, il faut se parler. Il faut se parler, puis... Mais il faut avoir un certain orgueil aussi. T'sais. Il faut dire, on est cool. T'sais. La vie est belle ici. C'est le fun d'être comme on est. Il faut pas se cacher. Il faut sortir puis de dire, ouais, notre culture, là, il faut avoir la confiance pour dire, je pense qu'on a la meilleure culture au monde. Je sais que ça peut être l'air arrogant un peu, là, mais... C'est pas moi qui vais trouver ça niaiseux comme idée, honnêtement. C'est une très bonne idée de dire ça. Il faut être capable de se le dire, puis il faut être capable de le vivre, puis qu'on investit dans qui on est. Puis, on aura peut-être d'autres opportunités de voir c'est quoi les politiques, peut-être. Des fois, s'il y a des choses corsées un peu qu'il faut faire, là. Tout le monde, on peut pas juste dire oui à tout, là, mais je suis optimiste pour notre futur. Ben, merci d'être venu, Stephen Brown. Merci à vous d'avoir été là. À mardi prochain. Ciao, bye. Merci.